Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Dans une correspondance du maire central de la ville de Niamey adressée aux organisateurs de la marche citoyenne de protestation prévue pour le vendredi 13 janvier prochain, il leur a été demandé de changer d'itinéraire pour des raisons de commodité et de sécurité, de reporter la date et de remettre leur mémorandum au gouverneur de la région de Niamey et non au Premier ministre. Des propositions que les organisateurs de cette marche rejettent en bloc pour des raisons que nous explique ici Michael Zodi. On l'écoute. Il y a eu une lettre, une correspondance du maire pour nous demander, pour nous suggérer de reporter notre manifestation pour le 14 et le 15 dans la matinée. Donc nous avons fêté la loi. Nulle part dans la loi, il n'est dit que par correspondance, on peut interdire, par une lettre, on peut interdire une manifestation. Et d'ailleurs, même lui-même, il n'a pas interdit. Il demande à ce que si il nous suggère d'organiser cette manifestation les 15 et les 14. Donc nous l'avons répondu pour lui dire non. Et nous avons prévu de manifester le vendredi 13 janvier. Nous allons sortir dans la soirée à 15h. Le regroupement est prévu à la place de la concertation. Mieux, dans la lettre du maire, il a dit pour des raisons de commodité et de sécurité liées aux exigences de maintien de l'ordre. Donc ça n'a rien à voir avec la loi. Donc on a jugé utile de répondre au maire pour lui dire, bon, écoutez monsieur le maire, nous avons pris acte de ce que vous venez de dire, mais nous ne pouvons pas décaler notre manifestation jusqu'à ce que vous nous présentez des arguments de droit qui vont nous dire, écoutez, il faut arrêter. Donc il faut que les citoyens arrivent à comprendre, dans la loi, il n'y a pas d'autorisation de manifestation. Juste vous faites une déclaration à la mairie, vous déposez votre déclaration. Maintenant, c'est quitte à la mairie de prendre des dispositions. C'est quitte à la mairie de prendre des dispositions de maintien de l'ordre par rapport à cette manifestation. Donc ils ne peuvent pas autoriser. C'est la Constitution qui autorise, et la Constitution a autorisé les citoyens à sortir et manifester leur mécontentement ou bien leur joie, comme c'est que la MRN vient de faire pour soutenir le président de la République. Donc il n'y a pas d'autorisation au préalable, mais juste quand il y a interdiction aussi, il faudrait qu'on appelle les organisateurs. On échange ensemble, mais c'est même pas interdit, mais de voir comment reporter la manifestation. C'est juste ça. Mais c'est un droit constitutionnel pour les citoyens de manifester. Donc il n'y a pas une question d'autorisation par rapport à cette question de manifestation de rue. Selon la loi, si les gens respectent la loi, je pense bien que le 13, nous allons sortir. Et vous avez vu le 21 décembre, effectivement, quand nous avons exposé les problèmes, les travers de ce régime, la population était sortie. Et cette fois-ci, jusque-là, parce qu'on considère le président de la République a eu à faire, après notre manifestation du 21 décembre 2016, 2 messages à la nation. Et dans ces messages à la nation, c'était une occasion pour le président de la République de prendre en charge, effectivement, les exigences de ce peuple, mais il ne l'a pas fait. Donc, pour encore attirer l'attention du président de la République par rapport à ce travail, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des deniers publics et la violation répétitive de la Constitution. Et surtout, vous avez constaté les déguerpis de ceux qui, leurs commerces ont été détruits et qui sont dans la rue et certains sont contraints à l'exil. Et il y a aussi cette question de l'éducation qui jusque-là tendent à reprendre, et aussi il ne faudrait pas oublier la santé. Donc les secteurs sociaux de base sont délaissés, et c'est pour ça que je pense bien que la population va sortir, et nous lançons cet appel à la population de Niamey de sortir massivement plus que le 21 et d'être déterminés et de sortir massivement plus que le 21 décembre pour montrer leur mécontentement, et nous allons remettre ces mémorandums-là au Premier ministre. Plusieurs structures de la société civile ont rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, ces structures ont fait une analyse socio-politique du pays. Le résumé avec Asama Ousseidou et Chebou Guissou. Dans cette déclaration, les organisations de la société civile, organisations socio-professionnelles, organisations syndicales, citoyens progressistes ont passé en revue la situation socio-politique et économique du Niger. Le Niger, notre chère patrie, à l'instar de ses voisins, subit la résonance ou l'impact de la crise financière internationale. Cette situation n'est nullement le fait de la gouvernance, mais elle est née de la combinaison de plusieurs facteurs. L'exemple le plus éloquent est celui des pays membres de la CEDEAO qui vivent les mêmes préoccupations. Au demeurant, il est indéniable que malgré ces difficultés, les autorités de la 7e République font face à la situation avec ingéniosité
et un sens élevé de responsabilité en s'investissant totalement et avec détermination pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens nigériens. Elle salue également les accords avec certains partenaires sociaux et se disent prêtes à défendre les acquis démocratiques. Cette situation ne saurait être imputable au gouvernement et au chef de l'État et ne saurait en aucun cas constituer un alibi pour renverser les institutions légitimes et légales de la République. Nous constatons qu'il y a encore des velléités d'incitation à la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Nous disons non et encore non, car nous ne sommes pas prêts d'accepter l'éternel recommencement auquel on veut nous soumettre. Cette déclaration de ces structures intervient dans un contexte sociopolitique et économique difficile, caractérisé sur le rapport social par des mouvements de protestation et de contestation de la gestion des autorités de la 7e République. Le parti Modern FA Lumana s'agrandit du jour au lendemain. En effet, ce mardi 10 janvier, le parti de Hama Amadou a enregistré l'arrivée de nouveaux militants du CPR Nganti qui ont quitté leur parti au profit de Lumana. Un extrait de la déclaration avec l'ex-présidente du CPR Nganti, Madame Barmou Balkissa. Ce choix désormais officiel se justifie par la claire conscience que nous avons. Le Modem FA Lumana Africa incarne des vertus pour lesquelles nous sommes toujours battus et nous sommes donc venus pour renforcer cette dynamique de manière totalement désintéressée, car comme vous le constatez, la tradition établie qui consacre plutôt le contraire, à savoir quitter l'opposition pour rejoindre la majorité, a été inversée. À compter de ce jour, notre engagement dans le parti est désormais sans faille. Et nous demandons à celles et ceux qui hésitent encore de nous emboîter le pas pour contribuer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Nous combattons aux côtés de son Excellence Hama Amadou et de son merveilleux parti. Modem FA Lumana Africa sera désormais inscrit dans la dynamique du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. En considération de tout ce précédent, nous décidons ce jour, mardi 10 janvier 2017, de quitter le CPR Nganti de Kassoumama Mokhtar pour adhérer au Modem FA Lumana Africa de Hama Amadou. Vive le Niger, vive la démocratie, vive le Modem FA Lumana. Une décision favorablement accueillie par les leaders du parti Lumana, dont je vous propose de suivre un extrait de Soumane Sanda, le président régional du Modem FA Lumana. Par cet acte courageux et salutaire, vous venez d'administrer la preuve que ceux qui nous dépeignent de manière tragique ont tout faux. Qu'en réalité, Lumana incarne bel et bien l'espérance, l'assurance et l'amour pour tous les Nigériens qui depuis 6 ans vivent les moments les plus dramatiques de leur existence. De tous nos amis, Madame la Présidente, vous êtes celle qui a su avoir le meilleur qualificatif pour illustrer ce que notre famille politique représente réellement. Un temple d'engagement politique d'une part, car chez nous, c'est l'engagement qui remplace les billets de banque, source exclusive de réussite de toute activité organisée ailleurs. Le 17 et 18 janvier prochain, les agents de la santé publique vont en grève sur l'ensemble du pays. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS, a déposé ce préavis
pour exiger entre autres le respect des engagements pris dans le protocole d'accord signé le 31 décembre 2015. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Toumi. Les agents de la santé publique et de l'action sociale menacent de déposer les blouses pendant 2 jours, le 17 et le 18 janvier 2017. Ils demandent en effet à l'État de respecter les engagements pris dans le protocole d'accord du 31 décembre 2015, le recrutement des agents de la santé en quantité et en qualité et l'appurement des arriérés de bourse, des frais d'inscription, de scolarité et de transport. Nous pensons que c'est l'occasion quand même de rendre public notre mécontentement, de rendre public aussi notre plaidoyer pour qu'il soit aussi lui-même positivement accompagné, c'est-à-dire financièrement accompagné, afin que ces actions, en tout cas de modernisation, de réforme de la santé, soient accomplies. Voilà un des points. Un autre point, quand nous prenons, c'est les contractés de collectivité. Depuis longtemps, nous observons, mais nous avons dit, ces mêmes camarades qui sont aussi régis par nos textes, qui sont aussi les militants du SUSAS, ils sont aujourd'hui dans une situation très délétère, comme nous l'avons dit dans notre préavis de grève. S'ils sont recrutés à contrat, sous forme de contrat de collectivité, il n'y a que 50 000 à ça. Vous êtes infirmier certifié, donc formation avec certificat 2 ans, vous avez 50 000. Vous êtes infirmier diplômé d'État, 3 ans après le BPC, vous avez 50 000 francs. Vous êtes technicien supérieur, 3 ans après le bac, vous avez 50 000 francs. Nous avons dit non. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS rappelle aussi aux autorités les autres points en souffrance. Il n'y a pas que ces points, mais nous avons dit notre plateforme de 24 points. Et c'est en tout cas, tout autour des négociations, ça c'est nous qui les points, en tout cas, les plus lourds, qui dépassent les compétences du ministre de la Santé publique. Nous pensons que notre plaidoyer puisse être entendu pour éviter, c'est pas pour rien même qu'on a donné, et cette marge jusqu'au 17 et 18, le gouvernement a tous les temps d'écouter et d'accompagner financièrement, j'ai dit positivement, le ministre de la Santé publique, parce que c'est le seul problème, en tout cas aujourd'hui, qui mène. Les autres points, j'ai dit, c'est des éléments qui sont internes au ministère de la Santé publique que nous allons certainement nous comprendre. Quand il s'agit des écoles de santé publiques qu'il faut faire dans les régions, ça c'est du ressort du ministère de la Santé publique, comme il a été fait à l'image des écoles normales du Niger. C'est la première grève qu'entend observer le SUSAS depuis l'arrivée du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi, à la tête de ce ministère. Précisons que ces deux partis vont en principe se rencontrer ce jeudi autour d'une même table pour examiner les principales revendications qui vont pousser le SUSAS à aller en grève le 17 et le 18 janvier prochain. Autre aspect de ce journal, à l'occasion de la nouvelle année 2017, les différents responsables des fédérations sportives du Niger se sont retrouvés au siège du COSNI cet après-midi pour présenter leur vœu du nouvel an au président du COSNI, Ide Isaka. Souhaitons qu'Allah, le clément et miséricordieux, nous guide dans la compréhension, la tolérance, l'abnégation, la paix au cœur et vers plein de succès pour la nouvelle année. Monsieur le Président, permettez-moi de profiter de ce moment de communion avec le mouvement sportif national pour effectuer une brève rétrospective des activités menées par notre association Le COSNI au cours de l'année 2016 et dégager des perspectives pour cette année 2017. 2016 était particulièrement spéciale car elle a été marquée par l'organisation de la 31e édition des Jeux Olympiques qui se sont déroulés du 5 au 21 août 2016 à Rio, au Brésil. Le COSNI en avait mis un accent particulier dans la préparation et la participation à ces Jeux. En effet, un cadre exceptionnel a été mis en place pour l'encadrement et le suivi des boursiers olympiques, ayant ainsi engendré la qualification directe de certains d'entre eux, l'invitation et les places d'universalité pour d'autres, au vu des résultats de leur préparation. Le président du COSNI, en recevant ses vœux, a, au nom de tous les personnels, adressé ses remerciements et ses reconnaissances au mouvement sportif national. On l'écoute. Permettez-moi de profiter de cet instant solennel pour présenter à vous, aux membres du conseil exécutif du COSNI, aux personnalités ayant rendu d'éminents services au sport, à l'ensemble du mouvement sportif national,
à nos amis journalistes, mes vœux sincères de bonheur, de santé à vos familles respectives, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, et aussi beaucoup de succès sportifs pour l'année 2017. Je prie le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous accorde sa grâce, pour qu'il nous garde ensemble, qu'il nous couvre de ses bienfaits, qu'il nous accorde à tous la santé, la prospérité et le bonheur, et qu'il nous assiste dans toutes nos entreprises louables. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, pour avoir travaillé avec vous depuis de longues années maintenant, je sais toute l'importance du travail que vous apportez, ainsi que les difficultés, il ne faut pas les ignorer, ces difficultés auxquelles vous faites continuellement face dans l'exécution des tâches à vous confier par le Conseil. En Côte d'Ivoire, la riposte n'a pas tardé. Le président Alassane Ouattara limoge le chef de force de sécurité après la mutinerie de Bouaké. Dans le même temps, le Premier ministre démissionnaire Daniel Kablan est propulsé vice-président. Tonnerre d'applaudissements pour celui qui était encore lundi Premier ministre de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, ici à gauche, est désormais le dauphin officiel d'Alassane Ouattara. Ce proche du chef de l'État issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a été nommé vice-président, le premier de l'histoire politique du pays. Un jeu de chaises musicales annoncé à l'Assemblée nationale. Preuve aussi que la réforme constitutionnelle voulue par le président Ouattara est en marche. La personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan. Les Ivoiriens ont ainsi démontré leur volonté de tourner la page des crises successives que notre pays a traversées. Pas de surprise non plus pour Guillaume Soro. L'ancien chef de la rébellion a été réélu à la tête de l'Assemblée nationale à une écrasante majorité. Après la mutinerie militaire ce week-end à Bouaké, un grand ménage a été en revanche annoncé au sein de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Le président de la République, chef suprême des armées, remercie les généraux Soumaïla Bakayoko, Gervais Kwaku Kwasi et Bredoum Bia pour les services rendus à la nation. Amadou Bon Koulibaly est pour le moment secrétaire général de la présidence, mais selon notre correspondant sur place, il pourrait succéder dans les prochaines heures à Daniel Kablan-Duncan au poste de Premier ministre. Ils ont pour la plupart fui les zones de conflit comme l'Irak, la Syrie ou encore l'Afghanistan. De nombreux réfugiés arrivés en Europe ces derniers mois restent encore aujourd'hui parqués dans des camps. En Grèce, des migrants qui doivent faire face à la neige et à un froid glacial. L'île grecque de Lesbos, sous la neige. Pratiquement plus aucun canot n'échoue sur ces plages, mais plus de 6000 migrants arrivés auparavant croupissent toujours, notamment ici, dans le camp de Moria. Les conditions d'hébergement sont désastreuses. On va mourir là-bas, il n'y a pas de chauffage. Donc je suis dormi sans chauffage toute la nuit. Alors les locataires de ce camp s'organisent comme ils peuvent pour se chauffer. Parfois les tentes, quand il vient le vent il casse les tentes. Les gens ils dorment pas, ils restent ensuite de la pluie. J'ai lu beaucoup de choses sur l'Europe, mais là qu'est-ce que c'est ça? Avant j'étais un gentleman, maintenant je suis un jungleman. Certains réfugiés préfèrent encore quitter ces baraquements. Ils squattent des bâtiments en ruine comme cet entrepôt sur le port. C'est désormais ici que vit ce jeune Syrien. Dans le camp de Moria, il y a eu un grand incendie, grand problème, plus d'endroits où dormir, plus de maisons. L'Europe a largement laissé tomber la Grèce. Même les Nations Unies le disent. Elles tirent la sonnette d'alarme. Seuls 7700 demandeurs d'asile ont été relogés dans un pays membre.
Ce chiffre représente seulement 12% des 66 000 prévus l'année dernière. C'est un chiffre inadmissible. C'est trop peu. Nous appelons à nouveau les États membres à respecter leurs engagements et à offrir des places de relogement supplémentaires. C'est urgent. L'autre accord signé le 19 mars dernier entre Bruxelles et Ankara n'a pas non plus été honoré. À peine quelques centaines de migrants ont été renvoyés dans les camps turcs. Depuis, les différentes politiques de fond entre l'Europe et la Turquie risquent encore d'aggraver le drame humanitaire qui se joue à leurs frontières. Ici prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision La Bari.